Ok, une dernière petite capsule sur les histoires de régularisation et de pénalisation. Donc, je vais parler un petit peu des SVM, donc des supports vector machine. Je vais juste essayer de basculer et présenter un petit peu donc, ce que j'en comprends. Euh, donc, le problème des SVM commence dans un cas très particulier qui est celui où on a un espace qui est linéairement séparable. Enfin, un ensemble de points linéairement séparables. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Donc, encore une fois, le problème de classification, c'est qu'on a des points dans l'espace qui sont caractérisés par nos variables x, et les points sont soit dans la catégorie 0, soit dans la catégorie 1. Donc ça, c'est le problème assez classique, en tout cas tel que je le présente d'habitude. Okay, donc j'ai des y qui prennent les valeurs 0, 1, et j'ai des points. Donc en l'occurrence, ici, j'ai des points bleus. Donc j'ai des points bleus qui sont dans une région de l'espace et des points rouges qui sont dans une autre région de l'espace. Donc ça va être important parce qu'on va commencer par se dire, est-ce que je suis capable de séparer l'espace? Est-ce que je peux créer un séparateur linéaire parfait? Donc la réponse est oui. C'est cette idée de séparateur linéaire. Donc qu'est-ce que je demande? Je dis juste qu'il faut qu'on trouve une droite. Je vais vous faire ça avec en vert. Okay, donc je vais prendre une droite ici, de telle sorte que si jamais je suis au-dessus, dans ces cas-là, je prédis d'être bleu et je ne me trompe pas sur les points bleus. Si jamais je suis en dessous, je prédis d'être rouge et je ne me trompe pas. Donc, si jamais j'essaie de le formaliser un tout petit peu, ça veut dire qu'on va trouver un bêta 0 et un bêta. Donc, le bêta 0, le bêta correspond à ma pente, okay, éventuellement je vais normaliser ou pas, mais c'est le vecteur de ma droite. Disons, si je me place en dimension plus grande, ce serait le vecteur normal associé à mon hyperplan. Okay, donc, mon hyperplan en dimension plus grande, il est caractérisé par une équation qui va être de la forme y égale bêta 1 plus bêta x1 plus bêta 2x2 plus bêta 3x3. Donc ça va me donner mon hyperplan. Puis ma position de l'hyperplan, une fois que j'ai donné mon vecteur normal, va être caractérisée par le bêta 0. Okay, donc j'ai une constante et puis les coefficients directeurs associés à mes x1, x2, x3. Okay, donc ma droite ici, elle est complètement caractérisée par ce couple, bêta 0, bêta 1. Et ce que je dis juste, c'est que si jamais, mes points sont de type 1 si j'ai un bêta 0 plus un xi transposé bêta qui est positif, et si jamais je suis négatif, dans ces cas-là, j'aurai des zéros. Donc j'ai ma région avec les zéros qui se trouvent ici, ma région avec des 1 qui se trouvent là-haut. Okay, et tout ça se fera par rapport à, en gros, est-ce que les points xi sont à droite ou en dessous ou au-dessus de mon hyperplan. Okay, alors, il s'avère que quand on fait des SVM, on va changer un tout petit peu les notations pour avoir une notation qui va dépendre de deux choses. La première chose, on va changer les valeurs de mes x. Donc, au lieu de faire du 0 et du 1, ce que nous on aimait bien, je pense, parce que derrière, encore une fois, moi je vous ai toujours présenté ces problèmes-là sous les problèmes de classification, comme étant du 0-1, parce que derrière, j'ai en tête la régression logistique. Une régression logistique, j'ai une probabilité qui va me permettre d'aller entre 0 et 1. Okay, et donc, c'est assez naturel de se dire, j'ai ma borne 1 fait ma borne sub de mon intervalle qui me définissent les deux valeurs. Donc, c'est relativement naturel pour un économètre et pour un probabiliste aussi. Enfin, je veux dire, la loi binomiale, elle est définie, elle prend des valeurs 0 et 1. Il s'avère que il existe une autre convention qui consiste à utiliser des plus et des moins. En fait, elle existe un tout petit peu, repensez juste à la courbe ROC. La courbe ROC, on va dire des faux positifs, des faux négatifs. Donc, le fait qu'on ait des positifs et des négatifs, c'est assez classique en théorie du signal, où on va retrouver ces courbes ROC. Okay, et on va les retrouver en machine learning. Donc, en machine learning, c'est aussi assez classique d'avoir ces conventions de dire, au lieu de dire du 0 et du 1, j'ai du plus et du moins. J'ai des plus 1 et des moins 1. Okay, donc, première chose, on va changer les valeurs de mon y, mais ça ne change pas grand-chose, encore une fois, c'est juste une convention, donc en théorie, ça ne change rien à notre problème. Et l'autre chose, c'est que, comme on quitte un petit peu ce mode probabiliste, donc je ne vais plus avoir de vraisemblance, je ne vais plus chercher la probabilité, je veux juste séparer. Je veux juste créer ma courbe d'indifférence. Okay, donc c'était vraiment le problème de départ de la classification, qui consiste à dire, je veux trouver une frontière pour séparer mon espace en deux. Okay, donc la seule chose dont j'ai besoin, c'est ce B et ce oméga. Donc, on a quitté ici notre monde probabiliste et on est dans une vision beaucoup plus géométrique. Donc, au lieu de voir notre problème comme étant ce x transposé un bêta,
on va revenir dans une écriture géométrique qui est juste une histoire de produit scalaire. Donc, on va introduire des poids. Donc, mon bêta va devenir un oméga. Okay, et je vais m'intéresser à ce produit scalaire entre les xi et les oméga. Donc, formellement, c'est la même chose. Ok, il n'y a pas de souci. C'est juste que l'écriture va être un petit peu différente et je vais essayer de garder l'écriture classique du machine learning. Okay, donc, l'avantage de l'écriture qu'on a en machine learning avec ce plus 1 et moins 1 fait que tout d'un coup, le problème est un peu plus simple à écrire parce qu'en fait, je peux écrire tout simplement que je veux, donc je serai séparable à partir du moment où, dans la partie positive, j'ai que des points positifs, dans la partie négative, j'ai que des points négatifs. Donc ça revient à dire que quand je multiplie un B plus le produit scalaire des xi avec oméga, le signe de cet objet-là est le même que celui de mon y. Donc, le fait qu'on ait le même signe, ça veut dire que quand je fais le produit, j'ai quelque chose de positif. Okay, donc ça nous permet d'avoir une écriture assez concise en fait, du problème de séparabilité. Donc nous, on va se placer dans ce cas-là. On va supposer qu'on est dans un problème qui est linéairement séparable. Donc je peux trouver un B et un ensemble de poids tel que je puisse séparer l'espace. Je vous redonne juste la forme. Donc mon équation de ma droite, c'est un B plus le produit scalaire entre mon poids W et mon X. Okay, et mon poids, je peux l'interpréter comme étant le vecteur normal associé à cette droite. Okay, et donc j'ai mon vecteur et le B n'est qu'un paramètre de positionnement où est-ce que je me place. Okay, donc on a un espace qui est linéairement séparable. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce que je fais pour séparer? C'est que j'ai potentiellement une infinité de solutions. Okay, c'est que des valeurs pour lesquelles je peux séparer, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Donc comment est-ce qu'on va essayer de trouver? Alors je vais juste mettre un tout petit peu de notation. Mon modèle, c'est quoi? C'est tout simplement l'indicatrice d'être positif, moins l'indicatrice d'être négatif, ce qui devra me permettre d'avoir, quand vous me donnez un X, je vais vous donner un plus ou un moins. Okay, donc ça va être direct. Donc c'est vraiment juste un tout petit peu plus tordu que ce qu'on avait l'habitude de faire, parce qu'auparavant, je vous disais, quand on a un classifieur linéaire, on a le M de X qui est tout simplement une indicatrice que un certain objet ou une certaine fonction doit être positive ou négative, peu importe. Ici, comme j'ai cette histoire de plus 1 et de moins 1, pour me ramener à du plus 1 et des moins 1, je fais une différence entre deux indicatrices, okay, qui sont bien sûr jamais nulles en même temps, enfin elles prennent jamais la valeur 1 en même temps. Et donc je récupère tout simplement soit des plus 1, soit des moins 1. D'accord. Alors mon point, c'est, je ne sais pas comment le construire ce classifieur, je ne sais pas comment le faire parce que la solution n'est pas unique. Okay, alors je peux quand même normaliser un minimum, d'accord, donc je peux quand même demander à ce qu'on ait une propriété de ce type-là, mais malgré tout, ça reste un problème qui est compliqué à résoudre parce qu'au fait, il y a pas de. J'ai toujours pas écrit mon problème d'optimisation en fait. Je vous ai juste dit que je pouvais séparer, mais il faut que j'ai un critère pour pouvoir séparer. Donc le critère qui a été proposé, il a été proposé dans les années 60 par Vapnik et Lerner, c'est de dire on va s'autoriser un petit coussin de sécurité. Okay, donc l'idée c'est quoi? C'est que j'ai ma droite de régression, ma droite de séparation, pardon, qui va être cette courbe ici, et je vais m'autoriser une petite bande autour. Okay, ma petite bande autour, elle a une certaine épaisseur qu'on va appeler gamma. Okay, et ce que je veux, c'est n'avoir strictement aucun point dans cette bande, et j'aimerais bien que la taille de cette bande soit la plus grande possible. C'est juste ça le problème d'optimisation. Enfin, c'est juste ça. Il fallait un critère, c'est celui-là qui a été proposé, et c'est un critère qui potentiellement peut avoir du sens en me disant je veux pouvoir séparer le plus possible. Voilà. Donc on a séparé le plus possible ma région, puis je le fais avec mes mains. Enfin, je suis vraiment mes deux mains sont parallèles, puis je veux séparer au maximum. Okay, donc c'est vraiment ça qui a été retenu. Alors, on peut essayer de réécrire ce problème-là. Okay, donc ce problème-là, ça s'écrit comment? Alors on peut l'écrire de la manière suivante. Je mets ma droite. Okay, donc ma droite, je l'appelle delta. Okay, et ce que je veux, c'est que la distance minimale entre mes points et ma droite soit la plus grande possible. Okay, donc je me cherche le minimum de ma distance entre tous mes points et ma droite. Okay, et je veux que cette distance soit maximale. Donc c'est ça le problème qu'on essaie de résoudre. Trouver les oméga et les bêta de manière à me rendre cette distance, donc cette distance, je l'appelle gamma, la plus grande possible. Alors on le voit d'ailleurs sur notre dessin, quand je suis à l'optimum, je passe par deux points. Il y a forcément deux points par lesquels on va passer. Okay, donc, je dois le mettre en plus clair comme ça. Les deux points par lesquels on passe, il y a le point qui est ici et le point qui est là. D'accord.
Donc ça, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va appeler les points supports. Okay, donc ça va être les supports de votre droite. D'accord, d'où le terme dans SVM, support vecteur. Okay, donc on va supporter les deux droites. Donc les droites étant caractérisées par leurs vecteurs, on a les supports des vecteurs. Okay, donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est de trouver ces deux points. Parce qu'à partir du moment où j'ai mes deux points, en fait, j'ai tout ce que je veux, j'ai mon gamma et donc je peux résoudre après mon problème d'optimisation. Okay, donc la difficulté, c'est de trouver quels sont les deux points qui vont servir de support à ces deux droites de séparation. Okay, donc on oublie un instant la courbe intermédiaire, qui est cette courbe delta, et on va s'intéresser à ces deux courbes parallèles qui vont créer une espèce de bande de sécurité dans lesquelles je veux trouver personne. Okay, donc formellement, je vais créer deux points, le point rouge et le point bleu, donc mon x des plus 1 et le x des moins 1, qui vont me séparer l'espace. Alors, mon graphe en haut est faux, hein. J'ai pris tous les points possibles rouges, tous les points possibles bleus. Donc, ce n'est pas les meilleurs, ceux-là, ce n'est pas ceux qui vont servir de support, parce que si jamais je prends ma droite, qui est ici, j'ai des points rouges à l'intérieur et des points bleus. Donc, ça ne va pas être ces deux-là, mais je peux quand même regarder un petit peu quelques calculs. Comment est-ce que je fais pour calculer la distance gamma? Donc, le gamma, c'est quoi? Bah, je peux l'exprimer tout simplement en notant que en notant que la distance entre les deux points, elle vaut 2 gamma, et que la droite qui sépare, bah, en fait, comment est-ce que je l'obtiens? Bah, ça va être la bissectrice de mon segment x-1, x plus 1. Okay, tout simplement parce que la distance, comment je la mesure? Bah, la distance à une droite, c'est la projection. Okay, donc je sais que la droite qui passe par les deux doit être orthogonale à la droite de séparation delta, et je suis à égale distance. Donc une droite qui est orthogonale et qui passe, qui est à égale distance de mes 10 points, de mes 2 points, c'est cette médiatrice. Okay, donc on peut exprimer la valeur de mon coefficient gamma. Hein. Mon coefficient gamma, c'est quoi? C'est le produit scalaire entre mon vecteur, le vecteur qui va se trouver entre mes deux points, okay, x-1 et x plus 1. Donc je prends le produit scalaire avec mon vecteur oméga, okay, et je norme ça. Donc ma distance gamma, c'est la moitié, puisque encore une fois, sinon je mesure la distance globale, donc 2 fois oméga. Donc 2 fois oméga, c'est le rapport entre ce produit scalaire et la norme de oméga. Okay, et ça va être minimal dès lors que quand je suis sur le point moins 1, j'ai rigoureusement la valeur moins 1, et quand je suis sur plus 1, le point plus 1, je récupère plus 1. Okay, donc en fait, si jamais je remplace ces valeurs-là par ces valeurs optimales, dans ces cas-là, on peut montrer que la valeur optimale de mon gamma étoile, c'est l'inverse de la norme de oméga. Donc, essayer de minimiser ce facteur en gamma étoile, c'est équivalent à maximiser une norme. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que maximiser une norme, on cherche à maximiser gamma, désolé, je le fais à l'envers, on cherche à maximiser gamma, donc on va chercher à minimiser la norme. Et ça nous intéresse beaucoup, essentiellement parce que minimiser un truc quadratique, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de faire. C'est de minimiser une espèce de somme des carrés. Enfin, on est dans un problème qu'on connaît. Okay, donc, ce n'est pas exactement minimiser une somme des carrés, mais c'est d'erreur, mais c'est quand même minimiser une distance euclidienne. Okay, donc, on voit apparaître quelque chose qui est intéressant. Okay, c'est que notre problème s'écrit comme un problème quadratique. J'essaie de minimiser une fonction quadratique. Et ça, on en a déjà parlé 1000 fois depuis le début. Hein, et puis, encore une fois, y compris dans le cours de modèle linéaire, c'est des choses qu'on sait faire. Sauf qu'on a une petite contrainte en plus, c'est que depuis le début, quand même, on demande à ce que nos points ils vérifient la propriété qui était cette propriété de séparabilité. Okay, donc je demande à ce que ma droite, elle est la bande la plus grande possible, mais il faut surtout qu'elle soit séparatrice. Okay, donc pour avoir ma condition de séparabilité, il faut que je rajoute que pour tout i, j'ai cette contrainte-là. Et ça, c'est super intéressant, parce que ce problème-là, c'est un problème qu'on sait résoudre. C'est un problème qu'on sait résoudre parce que j'essaie de minimiser une fonction quadratique sous des contraintes qui sont des contraintes linéaires. Donc on est dans un problème classique d'optimisation convexe, okay, fonction convexe avec des contraintes linéaires, donc ça on sait faire. Okay, donc comment est-ce qu'on va résoudre ça? C'est très simple. On passe par le Lagrangien. Okay, donc je passe par mon Lagrangien, je vous renvoie encore une fois à la petite introduction que j'avais faite au début de la capsule sur la régularisation, mais quand vous voulez résoudre un problème de la forme minimiser une fonction objectif sous plein de contraintes qui seraient éventuellement que les GI doivent être
positif ou négatif. Classiquement, on va le faire en négatif, mais si jamais je veux le faire en positif, je mets un signe moins. Okay. Dans ces cas-là, je vais récupérer mon Lagrangien qui sera de la forme suivante. Un L de x et de lambda. Okay. Ça va être tout simplement un f de x plus lambda multiplié par la somme des GI. En fait. Enfin, je vais plutôt avoir plein de contraintes. Donc je vais avoir un lambda 1 multiplié par mon G1 de x, plus du lambda 2 G2 de x, plus du lambda n Gn de x. Ok, donc mon Lagrangien va consister à dire, au lieu de voir uniquement mon problème d'optimisation de ma fonction objectif en x, je vais rajouter une dimension supplémentaire, enfin, une dimension qui est relativement grande, qui va être aussi grande que le nombre de contraintes que j'ai. Le nombre de contraintes que j'ai, c'est n. Okay, donc en fait, mon problème d'optimisation, qui était initialement un problème sur ce x, okay, je vais lui rajouter donc mon x qui était en dimension r puissance k plus 1, okay, k plus 1 étant la dimension de mon espace des variables explicatives. Okay, donc j'ai ma constante plus mes k variables explicatives. Et mon alpha, bah, c'est quelque chose qui est dans Rn. D'accord. Donc je vais introduire cette fonction-là, okay, donc, où je mets la fonction objectif. Donc j'ai mon 1,5 de mon oméga, okay, et puis de la norme L2, de la norme distance euclidienne, et je vais avoir, alors la petite subtilité, c'est que comme j'avais une fonction qui doit être positive, je vais prendre moins, donc je vais avoir un signe moins qui apparaît ici. Okay. Moins, ici j'ai mes termes qui sont mes multiplicateurs de Lagrange, et ici j'ai mes fonctions g de x. D'accord, donc ils sont bien des fonctions de mes coefficients qui sont mes b et mes oméga, et mes w. D'accord. Donc on a réécrit notre problème d'optimisation, tout simplement. On a le problème d'optimisation sous contrainte comme un problème d'optimisation standard qui est juste, je veux trouver le minimum de mon Lagrangien. D'accord, donc je me retrouve avec un problème que je dois essayer de résoudre. Alors, les contraintes en alpha ne sont pas forcément très intéressantes. Si jamais je regarde mes conditions du premier ordre, ça me dit que la dérivée du Lagrangien par rapport à chacun des alpha i doit être égale à 0. Mais si jamais je dérive mon Lagrangien par rapport à chacun des alpha i, ce que je dis juste, c'est que mes gi de x doivent être égaux à 0. Donc en fait, je dis juste que je vais saturer ma contrainte. Okay. Alors, en fait, la contrainte, elle sera saturée dans un certain nombre de cas, okay, qui sont les deux points tangents, justement. Et c'est ça qui va nous intéresser. Mais le point important, c'est les deux autres équations, essentiellement. Enfin, les deux autres séries d'équations, puisque les premières sont des équations multivariées. Quand je dérive mon Lagrangien par rapport à mes poids, je récupère une équation qui est relativement simple, donc qui me permet de récupérer mon W étoile, alors qui va dépendre de mes poids optimaux. Okay, mais on voit apparaître ici la somme des x, y, i. Okay, et après, j'ai la contrainte sur ma constante qui me donne que ma somme des alpha étoiles, de mes multiplicateurs de Lagrange appliqués à mes xi doit être égale à 0. Okay. Alors en fait, je peux réécrire mon petit problème en faisant intervenir la chose suivante. Donc j'ai ma somme des alpha i qui intervient, moins 1,5 de ce produit, de cette forme quadratique, okay, où je fais intervenir donc des alpha i, alpha j, y i, y j, et je prends le produit scalaire entre les alpha i et les alpha j. Okay, donc cette fonction lambda, c'est vraiment une fonction quadratique en alpha. Okay, donc au début, on voit apparaître quelque chose, cette somme des alpha i, c'est tout simplement le vecteur de 1 transposé multiplié par alpha. Et après, j'ai une forme quadratique standard avec du alpha transposé q alpha. Okay, donc c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. En fait, le problème que j'essaie de résoudre, je peux l'écrire de la manière suivante. J'essaie de minimiser cette fonction-là. Donc c'est tout simplement l'écriture du problème dual. Je ne suis pas rentré dans les problèmes de dualité en optimisation. Mais en fait, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est de minimiser cette fonction lambda a sous des contraintes qui sont que mes coefficients alpha i doivent être positifs. Et je dois avoir cette contrainte-là. Cette contrainte-là, à quoi elle ressemble? C'est ma contrainte de séparabilité. Okay, donc, on essaie de résoudre ce problème-là. Okay, et on peut montrer qu'on récupère des solutions qui sont du même ordre de celles qu'on avait auparavant. Et ça nous permet de récupérer notre gamma étoile. Okay, donc, on est capable de résoudre ce problème-là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais juste vous montrer ce qui se passe. Et surtout, arriver au problème le plus intéressant qui est qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas séparable. Okay,
Donc mon point est juste de dire, si jamais j'ai un problème qui est séparable, dans ces cas-là, on sait faire, c'est juste un problème de géométrie. Il faut juste décrire proprement les fonctions, mais on est capable de résoudre ce problème-là. Okay. Et ça faisait intervenir donc cette histoire de distance. Donc on va avoir cette bande de confiance qui va s'appuyer sur 2 points un peu particuliers qui sont les supports vecteurs. De manière générale, et c'est surtout ce point-là qui va être important, c'est que je peux pas, l'espace n'est pas séparable. Repensez à l'exemple que j'avais montré juste auparavant dans ma régression logistique où j'avais juste des points blancs et des points noirs. L'espace n'était pas séparable. Donc en fait, ma méthode ne marche pas. Et en fait, on va l'adapter. On va l'adapter dans le sens où on va dire, bah, j'ai quand même ma bande de confiance. Okay. Ma bande de confiance, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bah, j'ai des points qui risquent de tomber dedans. Okay. Les points qui risquent de tomber dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux potentiellement me tromper. Okay. Alors, dans la bande de confiance, si jamais les points bleus restent dans la bande de, enfin, les points bleus sont par définition pas dans la bande de confiance. Okay. Mais on peut voir des points qui vont tomber de l'autre côté. Donc, par exemple, ici, j'ai un point rouge qui est tombé du mauvais côté. Et j'ai 2 points bleus qui sont aussi du mauvais côté. Okay. Donc, qui est ce point-là. Et puis ce point-là qui est tout juste à la limite, mais qui est du mauvais côté. Okay. Donc, on va essayer de continuer à raisonner un petit peu comme auparavant en se disant, bah, j'aimerais bien pouvoir séparer l'espace, sauf que je sais que je vais me tromper. Je sais que je vais commettre des erreurs. Et l'idée classique consiste à dire, bah, OK, si on fait des erreurs, ça va avoir un coût. Et ce qu'on va juste faire, c'est de se dire qu'on va essayer de minimiser tout simplement le coût de se tromper, ou quelque chose qui ressemblerait à ça. D'accord? Donc, le problème, comment je vais le considérer? Je vais tout simplement dire, bah, la contrainte qu'on avait auparavant, c'était une contrainte forte qui disait, je ne dois pas me tromper. Mon espace doit être linéairement séparable, c'est-à-dire que le signe entre mon produit scalaire entre les poids et mes xi plus b doit être le même que celui que mes yi. Encore une fois, mon yi prend les valeurs plus 1 et moins 1. Donc, je dois forcément être de signe positif. Okay. Donc, ce produit doit être plus grand que 1. Okay. Sauf qu'il y a des moments où je vais me tromper. Donc, ce que je vais avoir, c'est que je vais pouvoir introduire des variables, donc des variables xi qui seront positives. Okay. Ce qu'on espère, c'est que dans la plupart du temps, idéalement, on voudrait que les ci soient égaux à 0, okay, ou alors soient un tout petit peu négatives. Mais il y a des moments où on va vraiment se tromper. Vraiment se tromper, ça veut dire que tout d'un coup, je vais avoir un xi qui va être très largement positif. Okay. Donc, je m'autorise à être si jamais je suis juste en dessous de 1, c'est pas forcément très grave, mais si jamais j'ai un xi qui est très très grand, dans ces cas, ça veut dire que je me suis complètement planté. Et donc, ça doit avoir un coût. Okay. Donc, l'idée, ça va être de dire, bah, au lieu de juste s'intéresser à la minimisation de cette fonction, qui était tout simplement la norme de mon vecteur W, la norme euclidienne, je vais introduire une pénalisation en fonction d'une fonction de coût que je vais appliquer à chacun de mes xi. Okay. Donc, plus je vais me tromper, plus le coût va être important. Okay. Donc, on a un coût qui va être... Alors, c'est pas un coût qui est quadratique. Hein. On ne va pas apparaître une somme des carrés des erreurs, mais c'est juste que si jamais je suis à une distance importante, dans ces cas-là, je vais avoir un coût qui va être proportionnel à cette distance, quelque chose comme ça. Okay. Donc, on voit apparaître une fonction de pénalisation qui consiste à dire, OK, je fais une erreur, mais j'aimerais bien que cette erreur ne soit pas trop grosse. D'accord. Donc, on peut repenser à ces problèmes d'optimisation sous contrainte, où là, on vient juste en train de dire, donc repenser à la petite introduction que j'avais faite sur la pénalisation. Donc, soit j'ai une pénalisation stricte, ce qu'on faisait auparavant, où je disais, bah, je ne veux pas me tromper. Là, je m'autorise à me tromper, mais je lui associe un coût. D'accord. Donc, en fait, le problème d'optimisation, bah, il devient tout d'un coup plus intéressant, parce que cette fois-ci, je peux l'appliquer partout. Je n'impose plus la contrainte de séparabilité. Okay. Je dis juste que dans un monde idéal, j'aimerais bien que ces slack functions, ces slack variables, c'est les petites variables que j'ai rajoutées, ces xi, soient les plus petits possibles. Bah, comment je les fais rendre les plus petits possibles? Tout simplement en imposant une fonction de coût qui soit potentiellement relativement importante. Okay. Donc en fait, mon problème s'écrit tout simplement sous la forme suivante. Je minimise la norme euclidienne de mon W, pénalisé par le coût de se tromper, okay, en rajoutant ma contrainte, qui est ma contrainte que j'aimerais bien que les points rouges soient dans la région rouge, les points bleus soient dans la région bleue, mais des fois, je peux me tromper un tout petit peu, et le fait de se tromper, c'est inclus dans ce xi. Okay. Donc c'est ça qui va être proposé, donc c'est cette fonction. Okay. Et tout ça, c'est programmé donc, dans plusieurs packages. Donc vous avez un package, enfin, une fonction SVM qui est dans le package E1071. Okay.
Il y a une fonction que je vais plutôt utiliser, qui est cette fonction KSVM, qui est dans le package KernLab. Alors, la petite subtilité, c'est que dedans, on voit apparaître des notions de noyau. J'en reviendrai un tout petit peu là-dessus, parce qu'en fait, les produits scalaires qu'on utilise ici, j'utilise une distance euclidienne. Okay, donc ma distance euclidienne, c'est quoi? Elle vous dit, bah, la norme 2 de mon W, c'est un W, un transposé W. On pourrait s'intéresser à une autre métrique. Okay, donc je vous ai présenté celle qui était basée sur l'idée d'une transformation. Okay, donc on va dire, on va s'intéresser à quelque chose qui va ressembler à ça. Okay, donc on va introduire un produit scalaire qui va être construit sur un A, mais en fait on peut avoir quelque chose de plus général avec des fonctions, ce qu'on va appeler des noyaux. Okay, donc c'est l'extension de ce genre de produit scalaire, mais non pas à des transformations affines, mais à des transformations qui sont non affines. Okay, j'avais fait une petite capsule, c'est lié c'est dans les propriétés des kernel reproducible Hilbert space. Donc vous aurez tout plein de une capsule, enfin j'ai pas fait la capsule, j'ai juste mis les PDF, et vous avez pas mal de choses autour de ces noyaux dans des espaces de Hilbert. D'accord. Donc là encore, on est capable de résoudre notre problème d'optimisation. Alors la seule chose, c'est qu'il faut le réécrire en passant par la forme duale. Mais notre problème d'optimisation va s'écrire sur cette forme-là. Donc je minimise toujours ma forme quadratique. Sauf que cette fois-ci, j'ai une contrainte sur mes alpha i. Il ne faut pas que mes alpha i dépassent ma borne C. Okay, et ça, bah, je peux le faire tout simplement en utilisant des problèmes de ce type-là. Donc je peux réécrire mon problème d'optimisation en faisant intervenir une fonction qui nous fait penser à ce qu'on a déjà vu auparavant, qui est cette somme des parties positives de 1 moins un YI multiplié par un B plus le produit scalaire entre mes X et mes produits scalaires le produit scalaire avec mes points. Okay, donc, ça peut être intéressant de voir ça, parce qu'en fait, ça a un lien directement avec les erreurs de prédiction. Okay, cette fonction-là, c'est l'enveloppe convexe supérieure de mon indicatrice. Okay, donc, ça va être une fonction convexe. Donc, on convexifie le problème quelque part avec cette approche-là. Okay, donc, l'idée qu'il vous... Enfin, voilà, je n'ai pas envie de rentrer... Encore une fois, il n'y a pas eu de cours d'optimisation à proprement parler, donc c'est un peu compliqué de parler de ces problèmes de dualité. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que mon problème de SVM, je peux le réécrire comme étant un problème quadratique avec une contrainte qui va rester sous une forme linéaire. D'accord? Donc, on est capable de le résoudre. Alors, je vais juste rentrer un peu dans le détail pour vous présenter un peu comment ça marche. Ça peut se faire, donc encore une fois, c'est un problème de programmation quadratique. D'accord? Donc, je peux faire la programmation quadratique tout simplement en disant, bah, ce problème-là, je peux l'écrire. Ce problème-là, je sais l'écrire sous R parce qu'il y a des fonctions qui le font. Okay, j'ai juste besoin de définir les bonnes fonctions, mais donc j'utilise mes X et mes Y. Okay, j'ai juste besoin de rajouter mes contraintes, donc je définis ma matrice Q. Je définis ma matrice A, j'ai mes vecteurs B, j'ai mon vecteur D. Enfin voilà, on définit tous les objets dont on a besoin. J'ai une fonction de coût. Donc ici, je mets un coût à 1,5. Okay, puisque c'est mon paramètre que je ne connais pas. D'accord. Donc j'ai fait intervenir tous mes coefficients et ça, je peux le résoudre. Okay, donc j'ai ma fonction solve de programmation quadratique qui me permet de résoudre le problème. Alors j'ai juste besoin de rajouter un petit quelque chose parce qu'en fait, j'ai un problème sur ma matrice D. Donc je rajoute un petit quelque chose sur ma diagonale. Donc c'est un peu comme ce qu'on faisait dans la régression Ridge. Je prends ma matrice D, puis je rajoute un petit quelque chose multiplié par I, de manière à m'assurer que cette matrice sera inversible, parce que sinon on a des problèmes d'inversibilité. Okay, donc je bricole un petit peu autour de Ridge, okay, mais je rajoute mes contraintes ici, avec ma matrice A et mon vecteur B. Okay, ce qui me permet, quand j'essaie de le résoudre, donc quand je regarde la solution, ça me permet de récupérer mes droites de règle, ma droite séparatrice. Okay, donc ici, j'ai mon coefficient B, et ici, j'ai mes coefficients W. Okay, donc je peux récupérer tout ça. Alors il faut juste bricoler un tout petit peu parce qu'il le résout en fonction de alpha. Alpha, ce n'est pas exactement mes poids. Mes poids, je les ai avec cette expression-là. Okay, j'essaie juste de trouver les valeurs de mon multiplicateur de Lagrange. Okay, ce qui me permet de récupérer mes W étoiles. Okay, donc je suis capable de le résoudre. Et en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ça peut se faire automatiquement avec R, avec cette fonction KSVM. Okay, donc, je ne vous l'ai pas remontré. Si jamais vous voulez, faites la fonction KSVM là-dessus. Vous allez récupérer les mêmes valeurs ici. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc l'idée, c'est quoi? C'est j'ai mes observations en X, j'ai mon vecteur Y. Donc l'avantage, c'est qu'on peut réutiliser une écriture de type régression. Okay, donc je vais faire des SVM pour expliquer Y, pour séparer les points dans l'espace des X en distinguant les points 0 et les points 1. Donc déjà, je passe sur une écriture de -1 plus 1.
Okay, tout simplement en notant que 2 fois y-1, si jamais y appartient à 0,1, ça appartient effectivement à -1 plus 1. Mes 0 deviennent des -1 et les 1 restent des 1. Okay, donc ça c'est exactement la formulation dont on parlait. Donc j'ai bien un problème de régression avec une variable -1 plus 1. J'ai ma fonction, mon coût qui apparaît ici. Alors, si jamais je veux rester sur la norme euclidienne, c'est ce qui s'appelle la fonction vanilla dot dans le noyau. Okay, et je vais aller un tout petit peu plus loin. Je vais lui demander de me donner des probas. Alors, pour le moment, je n'ai pas du tout parlé des probas. Il n'y a pas de proba dans les SVM. Okay, c'est juste ce séparateur. La seule chose, c'est que je peux avoir des couleurs et je trouve ça un petit peu plus intéressant. Okay, donc ici, par exemple, il me sépare l'espace avec cette courbe-là. Okay, la seule chose, c'est que, alors, ça fait partie des mystères pour moi sur le SVM, c'est que quand je relance la fonction, je n'obtiens pas les mêmes sorties. D'accord, donc, j'obtiens alors ici, j'obtiens quelque chose qui est très proche, mais des fois, ici, je me balade un tout petit peu. Donc, on voit alors ça reste un peu marginal, mais on voit qu'on a des valeurs qui sont un peu différentes. Donc, c'est peut-être juste que numériquement, l'algorithme s'est arrêté trop tôt ou trop tard. Okay, mais on a cette petite subtilité qui est que c'est le même algorithme, on vous renvoie des valeurs un peu différentes. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très fan de ces méthodes-là, parce que ça reste assez sensible en fonction euh, de je ne sais quel paramètre d'initialisation d'algorithme. Okay, mais en tout cas, la philosophie globale de ce qui est résolu, c'est ce que je vous ai montré auparavant. D'accord, il semblerait que la méthode proposée ne soit pas exactement celle que moi je vous proposais, mais disons qu'on arrive à un problème qui est un problème quadratique qu'on pourrait en tout cas résoudre. Et c'est ce qui avait été proposé historiquement par Vatnik dans les années 70. Okay, donc voilà en gros l'idée du SVM. L'idée du SVM, c'est si jamais on est séparable, la philosophie consiste à dire je vais séparer, je vais me créer une bande de sécurité qui soit la plus grande possible. Okay, si jamais ce n'est pas séparable, dans ces cas-là, on va introduire un coût au fait de se tromper. Okay, donc on adapte tout simplement l'algorithme précédent pour pouvoir autoriser un coût. Alors je vais juste mais vraiment ça va être très rapide, je vais juste vous évoquer ce que signifie cette histoire de kernel. Et je vous renvoie à la petite capsule vidéo que j'avais commencé à préparer, enfin, en tout cas aux slides que j'avais préparés sur les noyaux dans les espaces de Hilbert, en notant que ce produit scalaire, x, entre les xi et des xj dans l'espace, je peux l'adapter en disant que je peux introduire une fonction de ce type-là. Donc mon produit scalaire, qui était noté avec les crochets, ça va tout d'un coup devenir une fonction kxi, kxj, qui sera construit en prenant le produit scalaire entre des fonctions phi. Okay, et le point important, c'est que la fonction phi, elle n'est pas forcément dans le même espace, elle n'arrive pas forcément dans le même espace que l'espace de départ. Par exemple, ici, je vous ai défini une fonction qui va faire intervenir plus de dimensions, d'accord? Donc ma fonction phi, elle était définie peut-être en dimension 2, mais je vais arriver dans un espace en dimension 4. Okay, et ce qu'on appelle le kernel trick, donc le truc de la magie des noyaux, c'est d'augmenter la dimension de l'espace. Et de se dire, OK, j'étais dans mon espace x1, x2, j'étais pas forcément séparable, okay, donc j'avais peut-être des points bleus, puis peut-être des points rouges qui étaient par ici, mais potentiellement pas séparables. Mais peut-être qu'en changeant en passant non plus dans ce x1, x2, mais en passant dans un espace plus grand, et en particulier, donc j'ai ici une transformation donc qui me fait arriver dans un espace en dimension 4. Okay, peut-être que dans cet espace en dimension 4, je peux séparer l'espace. D'accord, donc je reviendrai là-dessus quand on fera un petit peu des réseaux de neurones. Donc c'est aussi une magie qui se cache dans les réseaux de neurones. Dans les réseaux de neurones, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on a nos variables x1, x2, x3 qui sont nos inputs. On essaie d'avoir en output un y. Et classiquement, donc dans un modèle linéaire, on passe directement des inputs aux outputs. Dans les réseaux de neurones, on va passer par des noyaux intermédiaires. Okay, donc on va avoir une couche cachée de noyaux, pas de cellules. Okay, et l'astuce, c'est que si jamais je pars de mon espace avec 3 variables et que j'arrive dans un espace qui est plus grand, dans ces cas-là, c'est possible de construire des séparateurs linéaires. Ça va être à peu près la même astuce où je n'arrive pas à séparer mes points dans l'espace. Okay, ils vont être peut-être concentrés de manière un peu particulière, mais en utilisant cette petite subtilité, je peux transformer mes données de départ pour les rendre séparables dans un espace d'arrivée approprié. Okay, ça va être ça l'astuce. En gros, ici, j'ai mes points qui sont dans le plan. J'ai des points rouges au milieu des points bleus. Dans un monde idéal, j'aimerais bien trouver une transformation
qui fasse que mes points rouges, par exemple, ils ressortent vers le haut, les points bleus, ils descendent vers le bas. Et dans ces cas, j'ai un séparateur qui est tout bête, qui est juste, j'ai coupé, il suffit que je coupe comme ça. C'est vraiment ça l'idée des kernels. Donc, on va arriver dans un espace plus gros. Donc, il y a toutes sortes de kernels qui existent, hein. J'ai des noyaux polynomiaux, des noyaux gaussiens. Et dans ces cas-là, j'ai mon problème d'optimisation. Au lieu d'avoir ici mon produit scalaire qui apparaissait, je vais avoir une fonction plus compliquée. Okay, mais c'est à peu près la même chose. Donc, je vous passe les subtilités numériques, mais on est capable de résoudre ce genre de choses. Et je vais juste essayer d'arriver à la fin sur mes simulations. Je vais juste vous évoquer un tout petit quelque chose. C'est comment est-ce que je fais pour passer de mon SVM à des probabilités. Okay, encore une fois, je vous avais fait des dessins avec des probas. Les probas découlent du fait qu'en fait, je peux bricoler exactement comme on a fait une régression logistique, en disant bah, cette exponentielle de ma combinaison linéaire sur 1 plus l'exponentielle de ma combinaison linéaire, c'est-à-dire ma fonction logistique, okay, va me donner quelque chose que je vais interpréter comme étant une proba. D'accord. Donc c'est vraiment une espèce de bricolage ad hoc, un peu bizarre, mais qui permet d'avoir une espèce de range possible de valeurs et donc d'interpréter des distances à ma droite séparatrice comme une probabilité. Okay, donc je vous l'ai fait ici. Donc ici, j'ai pris un noyau qui est un radical function, un RBF dot. Okay, et donc on récupère des choses qui vont être cette fois-ci non linéaires. Okay, donc cette fois-ci, j'ai le même souci que sur mon séparateur linéaire, hein, en relançant plusieurs fois la même fonction sur la même base, y compris une base très simple avec 10 observations et 2 variables explicatives. J'ai des choses assez différentes. Donc j'arrive à avoir un séparateur parfait quasiment, peut-être un peu à la limite sur la courbe de gauche, okay, mais j'arrive effectivement à séparer les points blancs des points noirs. Okay, donc l'histoire des kernels, on voit que ça a quand même du potentiel. Encore une fois, ça a été très à la mode dans les années, il y a une vingtaine d'années, okay, parce que l'astuce est assez élégante, d'accord, mais on perd énormément en interprétabilité, on ne sait pas trop ce qu'on a construit. L'idée, c'est quoi? Ça reste quand même de dire, bah, je vais essayer de mesurer une distance entre mes points et ma droite, okay, sauf que ma distance, cette fois-ci, donc ma droite n'est plus une droite. Okay, en tout cas, quand je la ramène dans l'espace de départ, j'ai plus une droite, mais dans mon espace transformé, j'avais des séparateurs linéaires. D'accord. C'est ça l'histoire du SVM. Okay, donc c'est une capsule un petit peu technique, peut-être aussi parce que je ne suis pas certain de comprendre absolument tout ce qui est fait, en tout cas dans les fonctions de R. Okay, mais la philosophie, elle est assez simple, hein, c'est juste se dire, je mesure des distances, j'essaye de trouver une droite qui me sépare au plus les points, je vais pénaliser par des erreurs. Okay, dès lors que je me trompe, je veux mettre un coup. Et donc, dès que vous vous donnez une fonction de coup, bah, vous avez automatiquement un problème d'optimisation à résoudre, qui se résout de manière un peu tordue parce qu'on est obligé de passer par le problème dual. Okay, mais on est capable en tout cas de le résoudre. Okay, je m'arrête là. L'idée était essentiellement de vous montrer d'autres méthodes qui font intervenir cette idée de pénalisation. Donc cette idée de pénalisation, elle reste très très forte. Elle consiste à dire que soit je fais une pénalisation sur mon modèle en disant je veux complexifier mon modèle, soit dans le cas des classifieurs, je peux pénaliser sur le fait que je me sois trompé. Okay, et je pourrais aussi introduire des pénalisations qui seraient asymétriques en me disant bah, peut-être que me tromper sur les blancs, c'est pas pareil que me tromper sur les noirs. Okay, donc il y a toutes sortes d'extensions possibles, mais c'était essentiellement pour vous présenter des méthodes basées sur cette histoire de régularisation et de pénalisation. Je m'arrête là, et après on part sur autre chose. Je vais essentiellement parler de méthodes de simulation pour pouvoir vous parler des méthodes d'agrégation, où on va faire du bootstrap et on va pouvoir construire des ensembles de modèles. On se retrouve bientôt, donc à bientôt.